Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce résumé complet de l'actualité en une vingtaine de minutes sur Extension Caribbean TV. Au sommaire de cette actu synthèse, l'Ukraine capture des soldats russes et frappe des cibles stratégiques en Crimée et Krasnodar. Frappe israélienne au Liban tue au moins 10 Syriens. Des discussions sur un cessez-le-feu se poursuivent au Caire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à une pause humanitaire à Gaza après la découverte d'un cas de polio chez un enfant. Le premier cas depuis 25 ans. Affrontement physique au Parlement turc après des accusations de terrorisme contre le parti au pouvoir. Plusieurs députés blessés. Conduite d'eau éclate à Montréal, causant inondations, évacuations et avis d'ébullition touchant des milliers de résidents. Le président français Emmanuel Macron remercie les héros des Jeux Olympiques de Paris 2024 lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée. Et puis grève des médecins en Inde après le viol et le meurtre d'une praticienne. Des manifestations et appel à la justice intensifient. Florine Auger, une peintre d'origine haïtienne, fait sensation avec ses œuvres, alliant originalité et racines culturelles. On va la découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismijan. Wismijan est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismijan. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, HER 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismijan. Explorez les bienfaits de la nature avec Bionaté. Depuis plusieurs années, Bionaté conçoit une gamme de produits qui met continuellement en lumière les vertus des plantes médicinales et le savoir-faire artisanal. Bionaté est une expérience unique où l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement s'associent pour vous offrir des solutions de bien-être exceptionnelles. Que vous recherchiez une manière douce de purifier votre peau ou une source de réconfort pour votre esprit, Bionaté, à travers ses produits à base de plantes médicinales, ses services d'accompagnement à la naissance et ses ateliers vous accompagnent dans votre quête d'harmonie et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous au quotidien. Rejoignez-nous sur le chemin de l'équilibre et du bien-être et commencez à prendre les rênes de ce qui compte vraiment pour vous. Angelica Omer, fondatrice et directrice de Bionaté. Visitez notre boutique en ligne sur www.biona-t.com. Appelez-nous au 819 212 41 53 ou visitez-nous au 14 35 chemin Sainte-Foy, Québec. Avec Bionaté, chaque jour offre une nouvelle occasion de se sentir bien dans sa peau. Bienvenue au développement de ce journal. L'Ukraine affirme avoir capturé plus de 50 soldats russes après la destruction d'un poste frontalier à Soudja, dans la région de Kursk. Parallèlement, une frappe nocturne a visé un point de passage de ferry à Kerch, en Crimée, occupé, ainsi qu'un bateau à Krasnodar. Les autorités ukrainiennes n'ont pas précisé l'étendue des dégâts causés par ces attaques. Détail Euronews. L'Ukraine a diffusé des images des premières heures de son incursion à Kursk qui montrent des soldats russes se rendant aux forces armées ukrainiennes.
La 80e brigade d'assaut aérienne ukrainienne affirme que plus de 50 Russes ont été capturés après la destruction d'un poste frontière dans la ville de Soudja. Kiev a également diffusé des images montrant une percée des lignes de défense russes par les forces d'artillerie et d'aviation ukrainiennes. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne affirme que ses soldats contrôlent désormais 82 localités sur une zone de 1150 km² dans la région de Koursk. Les évacuations de citoyens russes se poursuivent dans les territoires frontaliers, tandis que l'état d'urgence fédéral a été décrété dans la région de Belgorod à la suite de nouvelles frappes aériennes ukrainiennes. Главная цель введения ЧС – это введение дополнительных мер поддержки по обеспечению безопасности и дополнительные меры поддержки по тем, кто пострадал. Поэтому надеемся, что план наш будет реализован. Le Kremlin accuse les alliés occidentaux de l'Ukraine d'être directement impliqués dans la planification de l'assaut à Koursk, ce que Washington a fermement démenti. Des rapports indiquent que 2 chars britanniques Challenger 2 auraient été utilisés lors de cette incursion. Le ministère britannique de la Défense a refusé de commenter ce qu'il appelle des questions opérationnelles. Selon les dernières informations, l'Ukraine aurait attaqué cette nuit un point de passage de ferry en Crimée occupé, ainsi qu'un bateau dans la région russe de Krasnodar. Une frappe israélienne sur Wadi al-Kafur au Liban a causé la mort de 10 ressortissants syriens, dont une femme et ses 2 enfants. La frappe, l'une des plus meurtrières depuis le début des échanges entre le Hezbollah et Israël, vise un dépôt d'armes du Hezbollah. Selon Israël, les négociateurs internationaux, après 2 jours de discussion sur un cessez-le-feu à Gaza, se réuniront de nouveau au Caire la semaine prochaine pour tenter de sceller un accord. Joseph Borrell condamne fermement le bombardement d'une école coranique à Gaza ce samedi. Dans un tweet, le chef de la diplomatie européenne s'est dit horrifié par les images de l'attaque lancée par Israël. De son côté, Tsahal affirme que l'école visée abritait un centre de commandement du Hamas. L'armée israélienne dit avoir éliminé une vingtaine de militants de l'organisation islamiste. Joseph Borrell a déclaré que rien ne justifiait ces massacres et qu'un cessez-le-feu était le seul moyen d'éviter la mort des civils. La réaction du haut représentant européen pour les affaires étrangères fait suite à la frappe aérienne d'Israël visant une école transformée en abri dans le centre de Gaza. Selon les autorités palestiniennes, au moins 100 personnes sont mortes dans le bombardement, dont des femmes et des enfants, et plusieurs autres ont été blessés. La frappe aurait eu lieu alors que les occupants de l'école accomplissaient la prière du matin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit que la situation humanitaire à Gaza est en chute libre et demande une trêve pour permettre la distribution de 1,6 million de doses du vaccin anti-poliomyélite NOPV2. Les autorités palestiniennes ont signalé un cas de polio chez un enfant de 10 mois à Deir el-Bala. Il s'agit du premier cas depuis des années dans cette région dévastée par le conflit. I'm appealing to all parties to provide concrete assurances right away, guaranteeing humanitarian pauses for the campaign. Let's be clear. The ultimate vaccine for polio is peace and an immediate humanitarian ceasefire. But in any case, a polio pause is a must. It is impossible to conduct a polio vaccination campaign with war raging all over. Polio goes beyond politics. It transcends all divisions. And so it is our shared obligation to come together, to mobilize not to fight people, but to fight polio, and to defeat a vicious virus that, left unchecked, would have a disastrous effect not only for Palestinian children in Gaza, but also in neighboring countries and the region. Autre point, vendredi, une violente altercation a eu lieu au sein du Parlement turc lors d'un débat sur un délégué de l'opposition emprisonné accusé de motivation politique. Les tensions ont dégénéré après qu'Ahmet Sik ait qualifié le parti au pouvoir de l'organisation terroriste. Les images montrent un député du parti présidentiel, Recep Tayyip Erdogan, attaquant Sik, déclenchant une bagarre impliquant plusieurs législateurs. Une députée a été blessée, laissant des traces de sang sur les marches du pupitre.
Özgür Özel, leader du parti d'opposition, a condamné la violence. Gidecekler adama. Une rupture soudaine d'une conduite d'eau de 84 pouces a causé une inondation majeure vendredi matin à Montréal, dans le quartier centre-sud, près du pont Jacques-Cartier. La fuite a submergé les rues et inondé de nombreux sous-sols, provoquant des évacuations par le service de sécurité incendie de Montréal. La ville a émis un avis d'ébullition d'eau pour les arrondissements de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, affectant environ 150 000 résidences. Après 5 heures d'efforts, la fuite a été maîtrisée et les équipes continuent de travailler à limiter les dégâts, pomper l'eau des sous-sols et évaluer les dommages dans les zones. Les autorités recommandent d'éviter le quadrilatère Papineau de Lorimier, Sainte-Catherine et Vigée pour faciliter les interventions. En réponse au viol et au meurtre d'un médecin à Calcutta, les médecins indiens ont déclenché une grève générale le 17 août. Le corps de la praticienne de 31 ans a été retrouvé le 9 août dans un hôpital, entraînant des manifestations massives dans plusieurs villes. Les médecins réclament justice et une sécurité accrue sur les lieux de travail. L'association médicale indienne a appelé à une grève de 24 heures pour soutenir cette cause. À New Delhi, Calcutta ou encore Bombay, dès samedi matin, les soignants se sont de nouveau mobilisés en masse. Médecins, étudiants, infirmiers, des milliers de professionnels de la santé dans les rues pour réclamer justice et entamer leur mouvement de grève nationale. Plus d'une semaine après le viol et le meurtre d'une de leurs collègues de Calcutta de 31 ans, assassinée dans l'hôpital public où elle exerçait. La profession a appelé à un retrait général pour 24 heures, une suspension de tous les actes médicaux non essentiels jusqu'à dimanche matin, qui devraient être respectés par plus d'1 million de soignants. La veille, leurs cortèges ont été rejoints par des dizaines de milliers de manifestants dans tout le pays, signe de l'indignation nationale qu'a créé ce drame. Vendredi soir, le père de la victime a tenu à remercier les Indiens pour leur soutien. Tous les manifestants qui descendent dans la rue sont comme mes fils et mes filles. J'ai le sentiment qu'ils sont désormais devenus mes enfants. Cela me donne beaucoup de force. Les violences sexuelles à l'encontre des femmes sont un mal endémique en Inde. En 2022, on estime qu'en moyenne 90 viols par jour ont été signalés. J'ai peur. Comment est-ce possible? Comment est-ce que ça peut arriver? Où est notre sécurité? Malgré l'adoption en Inde d'une législation plus sévère en 2012, les militants qui luttent contre les violences faites aux femmes jugent que la situation n'a pas évolué dans le pays. Après la clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le président français a salué au Palais de l'Élysée les efforts de tous les contributeurs, des policiers et bénévoles pour leur rôle crucial. Il a souligné leur dévouement pendant les Jeux et a appelé à maintenir cet engagement pour les Jeux paralympiques débutant le 28 août. Les délégations des villes hôtes ont également été remerciées pour leur soutien. Nos pongistes, nos boxeuses et nos boxeurs, nos judokas et j'en passe, c'est tout ce que les spectateurs ont vu. Le fruit de votre travail, c'est l'enthousiasme, la ferveur du pays. Alors cet immense travail d'anticipation, de long terme, il a été possible grâce à votre confiance, cher Thomas. Et je veux ici commencer à remercier évidemment le Comité international olympique, tout le mouvement sportif international, et te remercier tout particulièrement.
Il y a 7 ans, vous nous avez fait confiance. Et depuis 7 ans, il y a eu beaucoup de moments difficiles, de doutes, on s'en souvient. Vous avez toujours été là, exigeant, constant, visionnaire. Et je sais que ces Olympiades sont les dernières dans vos responsabilités de président, vous qui avez annoncé à Paris respecter les statuts, alors que tant vous demandez de les changer. Et je veux ici véritablement rendre hommage, pas simplement au choix qui a été fait il y a 7 ans, au choix aussi qui a été fait des Alpes françaises pour 2030 il y a quelques jours, mais plus largement vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour le mouvement olympique international, l'esprit de responsabilité, la transformation de celui-ci et ces 12 ans passés. Une peintre d'origine haïtienne, on l'a interviewée dans le cadre de sa première exposition. Ses œuvres, d'une grande singularité, révèlent une sensibilité artistique profonde. À travers la peinture, elle exprime ses émotions intimes tout en honorant ses racines haïtiennes qu'elle revendique avec fierté et authenticité. On l'écoute. Ma toute première exposition exposition personnelle, je peux le dire comme ça. Mais j'ai déjà exposé dans le Canada, j'ai participé à des concours dont j'ai gagné, j'ai même été exposée pendant des années, pendant 2 ans, à différentes places et même dans un cabinet d'avocats à Laval pendant 6 ou 10 mois, si je ne me trompe pas trop. Mais étant qu'organisatrice d'événements, oui, c'est la première fois que j'ai organisé une exposition pour moi-même en exposant la majorité de mes tableaux. Je suis artiste multidisciplinaire, je suis chanteuse, écrivaine, styliste, comédienne et je suis aussi artiste peintre. Je suis, si je peux dire, une influenceuse, si je peux le dire comme ça, si ça fait partie des talents. Et quoi d'autre? Je chante, j'ai déjà dit chanteuse. Je fais un peu de tout ce qui a rapport avec l'art. Cette envie de peindre, Seigneur, comment l'expliquer? En juillet 2020, j'ai eu une opération. Après cette chirurgie, j'ai senti le besoin de mettre quelque chose sur une toile. J'ai jamais peint de ma vie et j'ai jamais tenu un pinceau pour faire de la peinture, si ce n'est pas pour me maquiller. Donc, le 8 août 2020, cette envie me déchirait tellement que je suis sortie m'acheter un tableau, un petit tableau. Puis j'ai fait ma première œuvre que j'ai donnée à David Mézy. C'était un sunset, je pense, coucher de soleil. Voilà. C'est là que ça vient. Et depuis ce jour, j'ai accouché toutes ces œuvres jusqu'à aujourd'hui, de 2020 à 2024. Puis nous voilà. Sincèrement, je ne suis pas très bonne en marketing. Donc, je ne vais pas dire quelque chose pour convaincre, mais je peux dire quelque chose qui pourrait aider. Les œuvres ne sont pas du pain. Même le pain, quand vous achetez le pain, vous vérifiez est-ce que c'est un pain que je peux consommer ou pas? Est-ce que c'est un pain que je peux faire de la soupe avec ou est-ce que je peux manger maintenant? Donc, en ce qui concerne les œuvres, ce sont les mêmes choses. C'est beaucoup mieux de voir l'œuvre. Parce que quand vous allez acheter un tableau, le tableau que vous allez acheter va vous parler. Ce n'est pas vous qui allez choisir le tableau. J'aimerais vous dire de ne rien lâcher. Peu importe le domaine, ce que vous faites dans la vie, lâchez rien. Faites en sorte de laisser votre nom ici sur cette terre. Car quand vous partez, la seule chose qui restera de vous sera votre nom. Alors, dégageons, coucounez. Faites en sorte que vos noms soient des icônes. C'est la fin de cette Actu Synthèse. Toujours un plaisir de vous servir. Rendez-vous dans une semaine.